Alors, bonjour à nouveau, pour la deuxième fois. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette visioconférence autour du projet Erasmus, langue première en Europe. C'est une grande première pour nous puisqu'on fait ça en hybride, donc un petit bout en présentiel et un gros bout en distanciel. Je vois que Madame la directrice du GIP a décidé de rester en distanciel. Elle n'aura donc pas les bonbons. Ah, j'arrive. Donc voilà, donc merci beaucoup en effet d'être présente et présent avec nous. Pour nous, c'est un vrai honneur. C'est un point d'étape, en fait. C'est pour nous un projet qui est important, langue première en Europe. C'est un projet qu'on a lancé en janvier 2023. Projet sur lequel on a travaillé pendant bien 6 mois avant de le présenter. Un projet qui a été accepté. Donc c'est un projet Erasmus Clé Action 2, un projet de coopération, dans lequel nous avons donc le JPLCIP de l'Académie de Créteil qui est porteur du projet. Et nous avons aussi nos partenaires, je crois d'ailleurs qu'ils sont tous présents, donc nos partenaires de Belgique, de Proforal, bonjour à vous, nos partenaires de Suisse, l'Atelier Alpha, et nos partenaires de l'association Znanie, j'espère que je le dis correctement, l'association Znanie de Bulgarie, qui veut dire savoir, knowledge. Donc c'est un projet autour de, des langues, de l'apprentissage des langues. Essentiellement, on est parti de l'idée que on avait beaucoup de mouvements migratoires à travers l'Europe, et on avait bien évidemment comme première problématique l'insertion socio-professionnelle de tous ces publics, de toutes ces personnes. Et on le sait, un des premiers freins pour cette insertion, c'est la langue. Voilà, l'intégration passe par la langue, l'acquisition de cette langue seconde. Et par différents éléments sur lesquels on avait déjà travaillé, et d'autres personnes avaient travaillé avant nous, on a décidé de monter ce projet autour de la notion de se baser sur les langues premières des apprenants pour améliorer, accélérer l'apprentissage des langues secondes, donc des pays d'accueil. Donc voilà un petit peu la genèse du projet. C'est un projet donc, qui a commencé en janvier 2023 et qui finira, si je ne m'abuse, en juin 2026. Donc pour nous, c'est un point d'étape, parce qu'on a déjà réalisé un certain nombre de choses, d'éléments et de ce qu'on appelle des work packages dans notre jargon européen. Donc de différentes activités qui étaient prévues au projet, et on souhaitait donc, pouvoir présenter ces différentes réalisations, aussi bien des réalisations sur la pédagogie, donc sur des fiches, sur un état des lieux des différentes pratiques dans nos 4 pays, et puis des réalisations audiovisuelles. Vous retrouverez, enfin on vous donnera en tout cas des liens pour pouvoir accéder à l'ensemble de nos productions, puisque c'est un projet européen, donc ce sont des productions qui sont libres et qui sont faites pour être partagées le plus possible. Et donc on vous donnera accès bien évidemment à l'ensemble de ces documents et de ces productions. Alors, juste pour le côté purement technique et pratique, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'outil VisioAgent, vous avez sur votre gauche la possibilité de pouvoir communiquer avec nous par écrit. Donc vous mettez dans le chat si vous avez des questions. Vous pouvez aussi lever la main. C'est en bas plus ou moins à droite. N'hésitez pas, parce que le but du jeu, en fait, c'est pas qu'on discute nous comme ça tout seul dans notre coin. Le but du jeu, c'est qu'on échange, c'est qu'il y ait des questions, c'est qu'il y ait vraiment de l'interaction. Donc n'hésitez pas à interrompre. Sauf pendant les diffusions de films, parce que c'est un petit peu plus compliqué, mais surtout n'hésitez pas. Il faut crier pour le film, il faut crier. Voilà, pour le film, il faut crier. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc vous avez ce chat à votre disposition, vous pouvez lever la main, vous pouvez intervenir. Et puis, que vous dire d'autre? Oui, juste une autre petite chose peut-être. C'est la pratique de l'art. Bien évidemment, si vous n'êtes pas en train de parler, merci en effet de mettre vos micros sur la position off.
Voilà donc pour cette courte première introduction. Alors, vous pouvez mettre bien évidemment le diapositive que vous voyez. Vous pouvez le mettre en grand, en plein écran si vous le souhaitez. Rapidement, la manière dont on voudrait que les choses se déroulent. Donc là, bon, petit accueil, petite présentation du projet, quelque chose de relativement simple. On va vous parler rapidement, je vais vous présenter rapidement les partenaires de ce projet. Ensuite, on attaquera plus le côté réalisation des différents outils qu'on a déjà mis en œuvre. Donc, on vous présentera la première partie qui est un état des lieux, une sélection de pratiques autour du plurilinguisme, de différentes actions qu'on a pu repérer ici et là en France, en Bulgarie, en Belgique, en Suisse, des éléments qui nous paraissent importants de connaître puisque c'est tout un écosystème. Et cet écosystème, on n'est pas tout seul à être dedans, bien évidemment. Donc, c'est important de partager, de comprendre ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, quelles sont les bonnes pratiques. C'est quand même, je pense, l'idée centrale en fait de ce projet. C'est autour de ça. C'est les bonnes pratiques, c'est de pouvoir échanger et de faire en sorte qu'on puisse évoluer les uns avec les autres, les uns et les autres. Voilà, dans ce cadre-là. On vous présentera par la suite, et il y aura un certain nombre d'intervenants que je présenterai rapidement. On vous présentera aussi donc, les productions audiovisuelles et pédagogiques de ce qu'on a, de là où on en est. Et puis on finira par une dernière partie sur où on va. Quelle est la suite pour Langue première en Europe dans la grande année qui nous attend. Pour commencer, je vous proposerai de visionner un petit film très rapide, ou peut-être on peut faire, oui, on va peut-être faire comme ça. Non, déjà juste rapidement, très rapidement, juste présenter nos différents partenaires. On a donc avec nous de Belgique, de la région de Bruxelles. Je vois que notre ami Julie a peut-être du mal à entendre, c'est ça? Vous entendez tous bien ou... Oui, c'est bon? En gros, c'est bon. Donc on a nos amis de Belgique, Proforal, c'est la promotion de la formation en alternance. Madame la directrice du GIP nous rejoint. Voilà. Peut-être, Julie, un petit mot sur Proforal? Oui, donc Proforal intervient, donc, comme tu l'as dit, dans la région de Bruxelles-Capitale, auprès d'un public d'adultes en insertion socio-professionnelle et aussi dans le cadre du parcours d'accueil pour les primo-arrivants. Voilà, très rapide. Ouais, super, merci beaucoup. On a aussi notre Mathilde qui est aussi donc, sur Proforal, hein, elle travaille tout Bonjour à tous. Avec nous. On a ensuite Daniela Borisova de Bulgarie qui va aussi, si ok, juste pour nous présenter en quelques mots, Znanie. Oui, bonjour de Bulgarie. Moi, je suis Daniela Borisova et avec Ralica Popova, que vous connaissez bien, nous sommes de l'association Znanie de Bulgarie, Lovech. C'est une association qui s'occupe avec beaucoup de projets, même européens, et beaucoup d'enseignements pour des adultes. Oui, merci. Merci beaucoup, Daniela. Et pour finir, nous avons notre représentant suisse, Martin, de l'atelier Alpha, les ateliers Alpha. Oui, bonjour Martin Boucal, l'atelier Alpha, nous sommes à Genève. Nous proposons des cours pour personnes non scripteurs, non lecteurs, c'est-à-dire souvent des personnes non scolarisées ou qui ont des problèmes d'apprentissage. Et nous appliquons plutôt la méthode Montessori. Merci. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer aussi quand même une partie de nos invités qui viennent quand même de la région Aquitaine, de Bordeaux, de la région Auvergne-Rhône-Alpes-Lyon, de Bretagne, de Rennes. Nous avons aussi des collègues de Paris, de Versailles. Donc merci à tous. Je crois que nous avons aussi des bénévoles qui sont présents avec nous aujourd'hui. Nous avons des linguistes,
Nous avons des formateurs, donc c'est assez divers, et des collègues CFP que je vois aussi. Donc voilà, donc bienvenue à tous. On continue par un petit film de 2-3 minutes qui va vous présenter rapidement le projet et on se retrouve juste après. Juste le temps que je le lance. Alors, excusez-moi, ça c'est la technique. Genre comme ça. Le projet LPE vise à la... Tu veux une chaise? Non, non, merci. Alors, juste, excusez-moi, juste le temps de lancer, parce que c'est sur cet outil, il faut lancer les vidéos Mais ils sont un peu forts. Allez, c'est parti, à tout de suite. Le projet LPE vise à l'adaptation et l'innovation dans les méthodologies pédagogiques et outils d'apprentissage linguistique, culturel et numérique pour des publics migrants et acteurs de l'éducation pour adultes en Europe. Le partenariat est composé d'experts belges, bulgares, français et suisses. Les objectifs sont d'explorer et expérimenter des approches pédagogiques en Europe, d'outiller et former les formateurs à des approches pédagogiques innovantes et d'apporter un appui aux équipes pédagogiques. Nous avons déjà produit un état des lieux et des expérimentations de bonnes pratiques. Chaque partenaire a effectué des recherches sur différentes pratiques d'apprentissage de la langue seconde en Europe, au niveau des actions territoriales et du maillage, au niveau de la didactique des langues, des pratiques interculturelles et des sciences cognitives. Concernant la présentation des bonnes pratiques pédagogiques, le partenariat a sélectionné les bonnes pratiques qui paraissent pertinentes dans l'apprentissage de la langue seconde. Chaque pratique choisie a été expérimentée avec le public cible. L'éveil aux langues, c'est une démarche proposant des activités qui portent sur des langues connues ou inconnues. Le but est la mise en lien entre les langues et leurs locuteurs, et non pas l'apprentissage de toutes ces langues. L'éveil aux langues est une manière d'inviter toutes les langues présentes dans la salle de cours et d'en faire un levier d'apprentissage. Dans le cadre d'une séance, il peut être inséré sous forme de mise en situation en début du cours. La Suisse a choisi l'approche Montessori, adaptée aux adultes. Il s'agit d'un travail sur la stratégie cognitive. Cette pédagogie s'appuie sur des activités Le salut royal. Le salut royal, exactement. Benoît, tu as le PowerPoint avec les thématiques ou pas? Oui, bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Non, c'était pour vous donner un avant-goût de nos productions actuelles. On va creuser un petit peu plus. Et on va commencer, j'espère que ça vous a plu déjà. Quand même, c'est digne de Hollywood quand même. Hein. Beau film. On va continuer en attaquant justement cette partie état des lieux. Cet état des lieux qui pour nous paraissait vraiment important pour commencer, c'est vraiment la base de comprendre dans quoi on travaille, dans quel écosystème, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a déjà en place en France, en Belgique, en Bulgarie, en Suisse, comprendre dans quel type de système arrivent toutes ces différentes personnes, les primo-arrivants ou d'autres. D'ailleurs, il n'y a pas que cette catégorie de public-là, mais comprendre voilà, quel est l'écosystème dans lequel on travaille. Pour nous parler un petit peu plus dans le détail
Je vais faire appel à ma collègue co-chef de projet Sophie Benoît, qui va nous parler un petit peu plus en détail de cet état des lieux. Et on continuera avec d'autres intervenants et intervenantes pour approfondir le sujet. Donc, alors, concernant le premier outil, c'était un outil qu'on devait produire dans le projet. Donc, concernant cet état des lieux, on a travaillé conjointement avec tous les partenaires et on a essayé de répertorier des pratiques qui nous parlaient. C'est pas forcément, on n'avait pas besoin d'une liste exhaustive de toutes les pratiques parce que de toute façon ça aurait été trop long, mais quelque chose qui nous parlait au niveau pédagogique, que ce soit des dispositifs, que ce soit des outils pédagogiques, que ce soit des pratiques. Donc en fait, tout le monde est arrivé avec ces informations et on a bâti ensemble, on a bâti en fait un cadre, c'est-à-dire qu'on a choisi de les répertorier par thématique. On va faire autrement. Les thématiques, c'était les actions territoriales, la didactique des langues, les pratiques interculturelles, formation et colloques, info générale et sciences cognitives. C'est un document d'ailleurs, cet état des lieux, qui est encore une fois qui est disponible. Dans un premier temps, vous pouvez tout à fait nous écrire et puis on peut échanger. Et on fournira bien évidemment des liens pour pouvoir télécharger l'ensemble de nos documents. Les vidéos, tout ça, vous les trouverez sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous y rendre et puis à vous inscrire et à nous suivre. Vous pouvez nous suivre aussi d'ailleurs sur les réseaux, sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, voilà. Alors, je pense qu'à titre d'exemple, on peut parler, pour nous, en fait, de notre choix. On a fait, on va parler de 2 choix. Donc, une thématique concernant les fiches langues qui ont été produites par LGIDF, LGEMF, c'est ça? Langue et grammaire dans l'espace francophone, du monde dans l'espace francophone. Et donc, je pense que peut-être Anne Zribierz qui est avec nous. Anne? Où es-tu, Anne? Je pense qu'elle Elle est n'est là. plus là? Si, elle est là. Il faut juste qu'elle active son micro. Elle a plus son micro. Ça y est, Anne? Bonjour. Donc voilà, donc parmi les bonnes pratiques, Anne, on a choisi donc les fiches langues. Donc si tu peux nous en parler, nous présenter votre projet. Oui, alors notre projet s'appelle LGMEF, Langues et grammaires du monde dans l'espace francophone. Et il est destiné aux profs de français langue seconde ou langue 2 en particulier, mais à tout le monde aussi, parce qu'on considérait que c'était intéressant pour tous les citoyens qui vivent dans l'espace francophone d'écouter, de reconnaître, d'identifier les langues qui les entourent et qui ne sont pas le français. Et donc, si vous voulez que je vous parle en particulier des fiches langues, donc les fiches langues, c'est des documents qui doivent faire 4 pages quand on les rédige. Quand on les rédige, ça fait 4 pages dactylo, police 8, simple interligne. Ça ne doit pas dépasser d'une ligne 4 pages. Et ça, c'était une idée d'un collègue de Dominique Levet. Son idée, c'était qu'il ne fallait pas que ce soit trop long, parce que si on dépassait une certaine longueur, ça allait casser le moral des profs. Et donc, il faut que ça soit court. Donc, on arrive à faire tenir dans 4 pages pas mal d'informations, en fait, je crois. Les fiches ont toujours la même structure. Maintenant, enfin, celle d'aujourd'hui, là, celle que vous montrez, c'est, je crois, qu'est-ce que vous montrez, le chinois mandarin? C'est quoi, celle-là? Le créole haïtien. C'est le créole haïtien, oui, c'est le créole haïtien. Donc, les fiches, on a pris un rythme de croisière, ça fait 10 ans qu'on en fait, donc maintenant on a un rythme et elles ont en gros toujours le même genre d'informations. Premièrement, des informations générales sur la langue, où est-ce qu'elle se parle, combien de gens la parlent, quelles sont les compétences linguistiques communes des locuteurs de cette langue, par exemple. Est-ce que les locuteurs du Dari qui viennent d'Afghanistan connaissent l'anglais, enfin des informations comme ça. Ça, c'est les informations générales sur la langue. Ensuite, il y a une partie éléments de phonologie qui n'est pas dans la fiche haïtien. Peut-être qu'il n'y a pas la rubrique éléments de phono.
Je ne sais pas, si elle y est parce que vous l'avez mise sur l'écran, là, ouais, je ne vois pas les éléments de phonologie. En tout cas, en général, on met éléments de phonologie dans une perspective contrastive langue français. Donc, l'idée, c'est de pointer les propriétés du français, les propriétés phonologiques du français qui risquent d'être problématiques pour les locuteurs de la langue L. Donc, il y a des propriétés du français qui sont récurrentes. Par exemple, les voyelles U, E, E sont emmerdantes pour beaucoup de locuteurs. Bon, pas les locuteurs de l'allemand, mais beaucoup de locuteurs de beaucoup de langues. Donc, on pointe ça dans la rubrique phono. Et dans la rubrique grammaire, il y a en général 2 grandes parties. Il y a une partie verbe et phrase, où on se pose des questions qu'on peut se poser sur, en fait, n'importe quelle langue. Comment vous faites une phrase? Dans quel ordre vous mettez les constituants? Est-ce qu'il y a des phénomènes d'accord? Est-ce qu'il y a des contraintes d'accord entre le prédicat et le sujet, ou parfois entre le verbe et l'objet? Enfin, est-ce qu'il y a des contraintes d'accord? Comment on fait une phrase négative à partir d'une phrase affirmative? Comment on forme une question? Où est-ce qu'on met les pronoms? Est-ce qu'il y a des pronoms bizarres comme en français, ou est-ce que les pronoms occupent les positions normales des constituants qu'ils remplacent? Voilà, ça, c'est les questions qu'on se pose. Aussi le temps, mode, aspect, comment ça s'exprime dans cette langue? Est-ce que les verbes se conjuguent, ou est-ce qu'il y a des marqueurs qui sont séparés du verbe? Ça, c'est en gros les questions qu'on se pose dans la partie phrase et verbe. Et puis, il y a une partie domaine nominal. Toujours alors les questions récurrentes, c'est est-ce qu'on peut employer les noms sans déterminant, et qu'est-ce qu'il veut et comment on les interprète? Est-ce qu'il y a des déterminants? Si oui, lesquels? Comment est-ce qu'on marque le pluriel? Est-ce qu'on peut marquer le pluriel, et si oui, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des cas? Où est-ce qu'on place les adjectifs par rapport aux noms? Est-ce qu'on les met à gauche et à droite, comme en français? Qu'est-ce qu'on met encore dans cette rubrique-là? Je crois que c'est... Ah oui, le genre, évidemment, le genre. Est-ce qu'il y a du genre? Parce que ça, le genre, c'est très embêtant pour les langues qui n'en ont pas. C'est très, très difficile à comprendre et à absorber, quoi, cette histoire de genre. Et parfois, on a la place de parler des relatifs, parfois, on n'a pas la place de parler des relatives. Donc, ça dépend des auteurs. Et puis, enfin, sur certaines fiches langues, il y a une petite rubrique culture, des choses qu'il faut savoir sur les locuteurs de cette langue, des habitudes culturelles qu'il peut être utile de connaître pour mieux enseigner le français à un enfant qui vient de là. Par exemple, on a dû écrire quelque part que dans un certain nombre de langues, enfin en Afrique noire en général, un enfant ne doit pas répondre non à un adulte, c'est pas poli. Des choses comme ça qui peuvent être, c'est bon à savoir, parce que on peut être étonné qu'un enfant dise toujours oui et ne réponde pas à la question de la manière qu'on attendait. Voilà, donc ça c'est les fiches langues, et on fait tenir ça dans 4 pages. Ça fait beaucoup d'informations sur peu d'espace. On essaye de mettre les exemples, comme vous voyez sur la fiche qu'on vient de vous montrer là, les exemples français et langue en regard les uns des autres, pour qu'on comprenne mieux les propriétés. Je crois que ces fiches, enfin, vous me direz, mais enfin, il me semble que ces fiches devraient être lisibles. Ça ne se lit pas comme un article de journal facile, quoi. Ça, il faut les relire plusieurs fois. Mais ça doit être lisible, disons, de vous tous et de tous les profs. J'espère qu'elles le sont, mais on attend des retours de vous, évidemment, de vous tous. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, allez-y. Donc, vous aurez le lien, en fait, sur le site j'ai du mal, LGIDF. Je suis restée LGMEF, où là, vous pouvez trouver, donc, à l'heure actuelle, il y a plus d'une centaine de fiches. Anne, il y a combien de fiches? Cette année, on va dépasser les 100, on en ajoute 10. Donc, cette année, vous allez avoir, en plus des précédentes, vous allez avoir le baoulé, le soso, ça c'est l'Afrique de l'Ouest, le dari d'Afghanistan,
Et puis des langues qui vous seront peut-être pas très très utiles, mais qui sont intéressantes quand même, le finnois, l'islandais, l'occitan, qui vous informe sur les propriétés ça c'est intéressant pour pour enseigner le français aux locuteurs du sud de la France et pour comprendre les traits spécifiques du français du méridional. Je sais pas, enfin, il y en a une dizaine. Il y en a 10, en fait, qui sont quasiment prêtes et que vous aurez le 4 juin. À partir du 4 juin, on les mettra en ligne. Je pense que ce qui serait aussi intéressant à ce moment-là, en fait, de cette intervention, ça serait intéressant d'avoir aussi le point de vue de notre formatrice préférée, Marie Laparade, qui utilise en fait ces fiches langues au quotidien, en fait, hein, dans tes actions de formation, notamment dans les ateliers Ouvrir l'école aux parents. Et ça serait intéressant que tu nous parles un petit peu aussi justement de cette mise en pratique et qu'on comprenne un petit peu comment on passe du côté théorique, enfin, oui, théorique des fiches à la mise en application. C'est surtout que les fiches en fait permettent de gagner du temps. C'est-à-dire que quand on est face à des apprenants qui font des erreurs, bon, il y a évidemment des erreurs récurrentes qui apparaissent, mais finalement, avant de bien en prendre conscience, on a un public assez varié avec beaucoup. On met un petit peu de temps. Et finalement, avec ces langues, quand on commence à s'intéresser un petit peu plus à justement ces langues particulières que l'on a présentes dans son atelier, eh bien, ça permet d'avoir une petite idée en fait des difficultés que vont avoir les personnes et donc de pouvoir anticiper ou en tout cas être beaucoup plus attentive à ces difficultés et donc essayer par là même d'avoir des propositions pédagogiques qui puissent comment dire, aider hein, sans tâtonner, on va dire, trop longtemps. Je dirais vraiment que ces fiches, ça permet vraiment. Et puis, c'est vrai que quand il y a dans certaines de ces fiches des informations culturelles, c'est aussi intéressant parce que des fois, il y a des choses toutes bêtes, mais voilà, ça veut dire oui. Et ça veut dire non dans certains. Enfin, voilà, il y a aussi des informations. Alors, je ne sais pas si celle-là y était, mais il y a aussi des informations qui sont parfois intéressantes à connaître pour justement mieux comprendre en fait l'expression de l'autre. Alors c'est intéressant parce que nous, à travers le projet, on a eu la chance, les partenaires et nous-mêmes de Créteil, d'aller visiter Marie lors d'un atelier à Aubervilliers, un atelier Ouvrir l'école aux parents. Et moi, ce qui m'avait beaucoup vraiment frappé en fait à ce moment-là, c'est que c'est aussi une manière de casser en fait un certain nombre de barrières, c'est-à-dire de pouvoir accéder à un côté humain beaucoup plus rapidement. En fait. Quelque part, on se met au même niveau et on ramène au même niveau. Et ça, j'ai trouvé que humainement, c'était absolument formidable. C'est intéressant de comprendre ce qui se passe pour l'autre, ne serait-ce que pour l'aider, pour être plus efficace, je dirais. Effectivement, en cela, ces fiches sont très intéressantes. Ça marche un peu comme du icebreaker. Il y a Anne qui veut parler. Anne ? Oui, j'ai levé la main, mais manuellement. C'est bien, mais on a compris, Anne. Je sais qu'on a compris. Ça marche. Oui, non, je voulais vous dire qu'il y a un point qui me semble intéressant pour vous tous, c'est qu'on a lancé une réflexion maintenant sur la phonologie, et la phonologie nous semble être un domaine qui mérite qu'on y attache plus d'importance, parce qu'il y a la grammaire qui occupe beaucoup de place, mais dans la grammaire, il y a la phonologie, en fait, ça fait partie de la grammaire, et la phonologie, c'est un écran. Je veux dire, le fait de ne pas entendre et de ne pas avoir assimilé le système phonologique du français, ça empêche d'entendre et de comprendre, donc, et d'accéder à la grammaire. La phonologie, c'est vraiment un filtre très, très important. Et donc, je crois que la phonologie est très, très importante et qu'il faut qu'on trouve des manières de fabriquer des outils analogues aux fiches langues, mais pour accompagner l'enseignement de la phonologie du français à différentes langues, puisque chaque locuteur d'une langue, enfin toutes les langues n'ont pas la même phonologie, et les difficultés, c'est comme pour la grammaire, les difficultés ne vont pas être les mêmes
selon la langue 1. Et donc, on est en train de réfléchir à ça et on va présenter le premier prototype d'outil Phonofleu à la journée qu'on organise le 4 juin à l'INALCO. C'est la journée annuelle du projet LGMEF, Langues et Grammaire du Monde dans l'espace. Merci beaucoup. Écoutez, on a une petite demande aussi relevée de Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Écoutez, je suis très intéressée. En fait, je rejoins ce que vous appelez Anne, c'est ça? Anne? Oui. Vous m'entendez? Oui. En fait, ces fiches, moi, c'est l'inverse. J'ai plus de 30 ans d'expérience avec des groupes très différents et ça aide beaucoup parce qu'en fait, vous avez des récurrences. Et par rapport à la phonologie, il y a l'aspect émotionnel qui est très important, le fait de ne pas être compris, de ne pas articuler correctement. Et c'est toujours ma formation initiale, une de mes formations, c'est le théâtre. Donc j'utilise les techniques théâtrales comme support de formation, le corps, le corps en mouvement pour aider. Et parfois, ça gomme, l'accent est gommé très rapidement et c'est une des pistes. Voilà, je vais vous le dire. Merci beaucoup. Alors bien évidemment, vous l'avez compris, ça c'est ces fiches langues. Bon, pour nous, c'est un outil qu'on a choisi en fait au niveau du partenariat et au niveau du partenariat donc, du côté français. Parce que pour nous, c'est quelque chose qui est important, qui fait référence d'ailleurs à beaucoup d'ateliers et beaucoup de projets qui ont été menés autour notamment d'ouvrir l'école aux parents. Langue première en Europe, c'est un petit peu une extension en fait de tout ça. C'est pousser encore plus loin. Et bien évidemment, on n'est pas tout seul en fait dans ce projet. Il n'y a pas que les fiches langues, il n'y a pas que les éléments que nous, JPCIP, avons décidé de prendre comme axe de travail. On a aussi nos partenaires qui ont fait tout un travail donc, sur cet état des lieux et qui ont aussi choisi un certain nombre de dispositifs ou d'associations existantes ou de choses existantes sur leur territoire. Et j'aimerais inviter peut-être Julie à nous présenter un des éléments que vous avez jugé important de pouvoir inclure dans cet état des lieux et éventuellement aussi, si tu peux dire quelques mots sur l'objet que vous avez décidé donc, de mettre en avant et de travailler au niveau de la fiche pédagogique et de la fiche audiovisuelle. Alors, on t'entend pas. On t'entend pas, Julie. Ah, t'as plus de voix. Tu as trop chanté. Vous m'entendez maintenant? Ouais. Oui. Ah, c'est bon? Ouais. Ouais, là, c'est bien. Bon, j'ai cru que mes écouteurs allaient fonctionner, mais manifestement pas. Enfin, en tout cas, pas le micro. Navré. Ce que je vous propose de faire, c'est de le faire peut-être en binôme, puisqu'il y a ma collègue aussi Mathilde qui est là. Donc, je vais peut-être mettre en avant la pratique qu'on a choisie pour notre fiche. Et je n'ai pas prévenu ma collègue Mathilde, je lui laisse le temps de réfléchir pour mettre en avant une autre pratique qu'on a répertoriée. Elle est ravie. Sur la fiche, qui sera peut-être présentée un petit peu après, ou la vidéo aussi qui accompagne, nous, on a décidé de mettre en avant l'éveil aux langues, parce que d'abord, en interne, on a une collègue, Martina, qui a d'abord pratiqué l'éveil aux langues, entre autres, en France avant de nous rejoindre en Belgique. Alors, elle a pratiqué l'éveil aux langues avec un public peut-être plutôt scolaire. Et maintenant, elle est avec un public d'adultes. Et donc, on trouvait intéressant de faire ce transfert d'une pratique qui, à la base, était peut-être destinée plutôt à ce public scolaire, donc enfants, ados, à un public d'adultes. Et pour rentrer un petit peu plus dans ce qu'est l'éveil aux langues, alors l'objectif de l'éveil aux langues, c'est pas une visée linguistique, apprentissage linguistique pur, mais comme son nom l'indique, c'est de d'abord valoriser toutes les langues qui sont représentées dans la classe par les divers locuteurs du groupe, et de valoriser finalement une espèce de répertoire multilingue déjà existant.
parce que on n'est peut-être pas des experts dans telle ou telle langue, mais tiens, si on entend un mot dit en espagnol, on sait que c'est de l'espagnol. C'est pas pour autant qu'on parle l'espagnol ou qu'on comprend parfaitement l'espagnol. J'ai pris l'espagnol au hasard, mais là, on pourrait avoir du Dari, du Peul, etc., etc. Donc voilà, ça c'est notre choix. Par ailleurs, depuis quelques années, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui encadre l'enseignement francophone en Belgique francophone, a mis à l'honneur l'éveil aux langues, et maintenant cette pratique de l'éveil aux langues est en plus obligatoire dès la fin de la maternelle et en début d'école primaire. Donc voilà, on est dans ce cadre très tourné autour de l'éveil aux langues. Plus concrètement, dans la fiche que nous avons réalisée sur base de la vidéo, filmée donc dans une salle, dans un cours de niveau A1 qui avait débuté depuis à peu près une semaine, Martina a décidé de mettre en place une séance qui a duré, je crois, à peu près 45 minutes au total d'éveil aux langues. Donc, face à un public d'adultes en insertion socio-professionnelle, que des langues différentes représentées dans le groupe, et sur base d'écoute d'audio, des audios donc en langues différentes, toutes les langues représentées, encore une fois, dans le groupe. Dans chaque langue, la phrase, c'était « J'habite à Bruxelles ». Et c'était toute une sorte de jeu, si vous voulez, pour reconnaître, tiens, quand on entend Ik woon in Brussel, c'est quelle langue? Alors, tout un système d'étiquettes. Et donc, l'idée, voilà, encore une fois, c'est de se... oui, c'est pas, l'objectif n'est pas d'apprendre dans toutes les langues représentées, comment dire, j'habite à Bruxelles, mais c'est encore une fois d'abord de valoriser les cultures et langues représentées dans la classe, donc mettre toutes, si vous voulez, à niveau égal par rapport au français, le français n'étant pas que l'unique langue présente et représentée, et aussi de développer, oui, cette conscience plurilingue chez les adultes. Ça peut se faire donc sur base de documents audio avec des étiquettes où on va associer, enfin où on va lever l'étiquette quand on entend que c'est du Dari, on va lever l'étiquette Dari, mais ça peut se faire aussi sur base de courtes phrases écrites. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de cette approche éveil aux langues. Je ne sais pas si Mathilde veut ajouter quelque chose à ce que je viens de présenter. Et surtout, si... Oui, vas-y, Benoît. Juste pour un côté jeu, vous voyez que donc on a mis en partage d'écran la fiche qui correspondait à l'éveil aux langues. Juste pour vous préciser, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les 4 petites flèches pour mettre en plein écran, voilà, pour mieux voir et mieux comprendre ce dont on parle. Mathilde. Oui, je pense que la présentation de Julie était exhaustive, et puis vous aurez l'occasion quand même de voir les créations vidéo, et je pense que concernant en tout cas l'éveil aux langues, c'est beaucoup plus parlant de le voir que de l'expliquer. Et plus en général sur l'état des lieux, qui n'est pas terminé parce qu'il est toujours en cours, et on continue de rajouter des choses au fur et à mesure qu'on en découvre des nouvelles. Ça nous a permis vraiment d'avoir un aperçu de ce qui se passait sur les territoires de la Belgique, des choses dont on avait conscience, mais pas toutes. Et il y a par exemple une initiative d'une ASBL belge qui s'appelle Urbanisation, qu'on connaissait déjà et qui est très intéressante, qui est il crée des balades sonores autour d'un quartier de Bruxelles, mais à partir de l'expérience que les adultes allophones ont de ce quartier et de leur connaissance, de leur vécu. Donc voilà, ça permet, c'est une très chouette initiative. Donc voilà, cet état des lieux nous a vraiment permis d'avoir un aperçu plus large de ce qui se passe, et c'est toujours intéressant. Ouais, c'est chouette, et on voit aussi à travers ces exemples de ce que vous avez choisi, l'éveil aux langues, et puis ce deuxième exemple dont tu viens de parler, que en fait, c'est encore une fois, c'est un côté humain qui rapproche un petit peu tout ça, et c'est ce que tu disais, hein, Julie, c'est une manière de remettre chacune de ces langues en fait au même niveau,
pour faire avancer les gens sans crainte, en fait, quelque part. Hein. Je trouve ça très chouette. Enfin, c'est voilà, notre beau projet, l'an premier en Europe, comme quoi on s'est bien trouvé. Si on peut peut-être avancer. Alors, Anne, oui, je t'en prie. Vas-y, Anne. Oui, ton micro. Voilà. Vous m'entendez là? Oui. Oui, je voulais vous dire à propos de que sur le site, si ça vous intéresse, sur le site LGMEF, LGIDF, il y a un jeu qui s'appelle Reconnaître les langues que vous pouvez éventuellement utiliser parce que c'est le même principe que vous, si vous voulez, c'est écouter, c'est la même histoire qu'on a faite en version plurilingue et donc on entend les locuteurs dire un extrait de cette histoire dans différentes langues et il faut deviner la langue et c'est formaté par l'ingénieur et donc on clique si on a bien répondu, on a une étoile ou je sais pas quoi. Donc ça peut on l'a essayé sur des classes et ça marche bien. Oui, voilà, c'est ce que je voulais juste vous signaler l'existence de ce truc-là. Ouais, merci. Vous retrouverez dans le chat, bien évidemment, le lien vers LGIDF que j'ai mis. Vous retrouverez aussi le petit lien YouTube. Là, c'est pour aller voir la vidéo, justement, la production audiovisuelle qu'on a fait, que nos amis et partenaires belges ont fait, dont Julie parlait juste à l'instant. Vous retrouverez, bien évidemment, toutes nos vidéos sur le site YouTube. Vous allez sur ce lien-là, ça vous amène à la vidéo, et ensuite vous pouvez revenir en arrière, juste aller sur l'accueil de notre page YouTube, et vous retrouverez vraiment toutes les vidéos qui sont déjà produites, enfin, celles qui sont finalisées. Il y en aura d'autres, c'est pour ça que je vous dis ça. J'aimerais bien, si Martin, tu es prêt, peut-être à faire un petit peu le même exercice au niveau de la Suisse. Donc peut-être quelques mots pour introduire et expliquer le choix que vous avez fait pour justement votre partie, votre fiche langue, et puis nous parler peut-être aussi d'une autre expérience, un autre élément que vous avez ajouté dans cet état des lieux, voilà, qui vous semble intéressant à amener au débat. Je vais mettre en écran partagé la fiche langue, donc même exercice que pour Julie. Je te laisse prendre la main. Bien, bonjour. Alors, nous, on a cette spécificité justement où on travaille avec des gens qui ne sont pas scolarisés. Donc, nous sommes, en tout cas au début, beaucoup dans l'oral, évidemment, parce qu'on a peu de référentiels écrits. Nous utilisons quand même passablement la langue première dans le sens où elle permet de valoriser l'interlocuteur ou l'interlocutrice, l'apprenant et l'apprenante, ça la met à l'aise, elle se sent valorisée et retrouver un peu sa dignité aussi dans son origine de migrant. En même temps, nous allons voir ici, notre proposition, ça a été une leçon en 3 temps de vocabulaire que nous avons proposé, la leçon en 3 temps qui est donc un des fondements de la pédagogie Montessori. Elle se base ici dans la petite vidéo que vous pourrez peut-être voir après sur un support matériel qui sont des petites cartes avec les images du voc qu'il y a à apprendre. Dans un premier temps, l'apprenant ou l'apprenante va manipuler ces cartes, va d'elle-même choisir, par exemple, les cartes qu'elle a envie de travailler. Elle peut, à proprement parler, elle-même supprimer des cartes, par exemple, et dire ça c'est bon, j'ai pas envie, j'ai envie de travailler ça. Et dans cette première approche, il s'agit d'une présentation, je dirais, de l'enjeu vocabulaire où on va un peu nommer et répéter les différents mots qu'on a à développer, avec toujours cette possibilité d'aller et revenir dans la langue première. Elle est aussi intéressante dans le sens où j'ai pas un exemple spécifique ici à donner, mais si une de mes apprenantes me donne le mot en dari, par exemple, nous avons parlé du dari afghan que je ne connais absolument pas.
et que je répète le mot derrière elle et que l'apprenante, par exemple, se rend compte que je n'y arrive pas, et souvent c'est vrai, je n'y arrive pas, c'est très rassurant pour elle, en fait, de savoir que le professeur fait aussi, que lui-même est un peu démuni face à une langue étrangère. Et en fait, cet échange permet aussi de la rassurer face au parcours qu'elle a à faire et humanise aussi, je dirais, la relation entre le prof et l'élève. Dans le deuxième temps, nous demandons à l'élève de montrer des cartes. Donc, le formateur ou la formatrice, l'accompagnant sera là. Si j'ai des cartes, par exemple, chat, je vais demander à l'apprenant de me montrer, montrez-moi chat. Et la personne va devoir choisir la carte, la prendre, la manipulation d'objets essentiels dans les cours et me la montrer. Et ça, c'est la deuxième phase. La troisième étape, elle peut se faire ou directement après ou dans un autre temps du cours, par exemple, où là, on va reprendre les cartes et cette fois-ci, l'élève va dire simplement, si je montre une carte chat, elle va me dire chat. On va essayer, en tout cas entraîner. Et l'exercice peut être répété ou de manière individuelle ou de manière collective. Et c'est un exemple, mais de manière générale, la langue première, nous l'utilisons beaucoup dans tous les exercices que nous faisons à l'atelier Alpha. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Désolé, moi je me baisse, je lève, comme à la maison. Oui, peut-être donc sur la contribution sur l'état des lieux, peut-être aussi un autre exemple d'autres dispositifs ou autres associations ou autres éléments que vous avez repérés en Suisse. Ah oui, alors, il y a une association qu'on aimerait bien mettre en avant. Il faut savoir que la Suisse est un peu particulière dans le sens où c'est une confédération, hein, donc les prérogatives nationales sont très peu existantes. Ce que vous allez trouver va changer de canton en canton. Chaque canton a sa propre prérogative d'enseignement. Nous avons choisi ici de vous présenter la Roseraie, la fondation de la Roseraie. Je vous mets un lien. Voilà. Je vous mets un lien ici à côté. La fondation de la Roseraie est très intéressante parce qu'il s'agit d'une fondation qui s'appelle les réfugiés de hier, s'adresse aux réfugiés d'aujourd'hui. Un des grands manques que nous voyons chez nos apprenants sont des espaces libres où ils puissent exercer le français ou échanger et communiquer. Cet espace-là est gratuit. Il est ouvert, il est sans inscription, c'est-à-dire que l'apprenant peut tout simplement arriver quand il veut et participer ou à une discussion ou à des activités qui sont proposées par la fondation, l'association. Ces activités sont très larges, ce qui est très intéressant. On voit par exemple qu'il y a des ateliers d'aquarelle, il y a un atelier boxe, il y a un atelier visite de la ville, etc. Et tout cela se fait sans inscription, c'est-à-dire que les personnes viennent quand elles veulent et peuvent dès ce moment-là interagir et communiquer avec d'autres personnes, avec la présence évidemment d'animateurs sur place. Martin, l'atelier boxe, c'est l'atelier boxe, la fight, ou c'est l'atelier boxe what? C'est le sport. Ah, ok. Ouais, c'est ouvert à tout le monde, femmes, hommes. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir la multiplicité des activités proposées, c'est-à-dire qu'elles soient sportives, manuelles, culturelles. C'est une offre extrêmement large et vraiment choisie en fonction des attentes et des besoins des participants et participantes. Chouette, merci beaucoup. Ça fait réagir un petit peu aussi d'autres personnes. Hein. On a Christophe
Christophe Macot, par exemple, qui nous dit que la description de l'apprentissage de langue présentée par Martin me fait penser à un apprentissage ludique moins formel de la langue. Extrêmement intéressant. C'est vrai que bon, ça montre bien qu'on a... Le caractère ludique de la chose est essentiel, excusez-moi. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Merci beaucoup. Je vous présente donc Daniela Borisova, qui représente l'association Znanie de Bulgarie. Et puis Daniela, si tu es OK pour nous faire le même petit exercice, donc nous expliquer rapidement, et je mettrai encore une fois en écran partagé la fiche langue de Znanie. Si tu peux expliquer rapidement ce en quoi ça consiste, et puis après, voilà aussi peut-être une petite... un petit moment sur un autre usage, une autre organisation en Bulgarie. Je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bon, j'ai le plaisir de vous présenter les méthodes de formation appliquées par notre association. Ce que nous avons fait, c'est un enseignement informel de la langue bulgare pour les enfants et les parents de la communauté rome pendant les mois d'été dans des petites localités de la région de Lovech. Les méthodes utilisées sont éducatives et comportent des jeux visant à établir les contacts plus proches. Voilà, le groupe cible, ce sont des parents roms ayant des enfants à l'école primaire. La majorité des participants n'ont jamais été à l'école. La plupart d'entre eux sont complètement alphabètes et n'ont jamais travaillé. Ils sont restés à la maison pour s'occuper avec ses enfants et petits-enfants. Ils ont beaucoup. Et alors, l'objectif, c'est l'alphabétisation, lecture et écriture en bulgare et expression orale grammaticalement correcte. On a fait ça pendant 40 heures de formation non formelle. Ça fait 10 sessions de 4 heures chacune. Les méthodes d'enseignement ont été conçues pour motiver et impliquer les participants d'apprendre, de les motiver à impliquer les gens qui ont des difficultés à s'exprimer en bulgare. Et c'est pourquoi de nombreux exercices consistent des activités simples et agréables pour eux et la présence de leurs enfants suppose l'inclusion d'actions ludiques et des compositions artistiques aussi. Des méthodes que nous avons utilisées, ce sont des travaux individuels, présentations, exposition aussi, des discussions en petits groupes, travail en petits groupes. Un des exercices était que les parents ils racontent une histoire de leurs enfances et puis ils décrivent ça avec l'aide de leurs enfants. Et puis, les enfants, ils dessinent des tableaux, des petits dessins qui sont sur cette histoire que leurs parents sont rencontrés. Et puis on fait des petits livres avec cette histoire qui sont du culture et des Roms qui racontent des situations qui sont de leur propre vie. Bon, voilà, très, très court. Ce que nous avons fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Daniela, je me débat avec la technique en même temps derrière vous. Alors voilà, vous voyez toujours le... Moi, je voulais intervenir en fait sur la production de nos amis bulgares. Et en fait, ça se rapproche vraiment du dispositif Ouvrir l'école aux parents. Et il y a quelques années, dans un autre dispositif, un fonds social européen, porté par le GIP,
en fait, on avait fait des activités avec des parents et des enfants. Donc, c'était à Saint-Denis et ils avaient visité le musée d'Orsay conjointement et c'était vraiment formidable. En fait, c'était, voilà, il y avait vraiment un dialogue intéressant et puis recréer du lien aussi avec l'école, créer du lien avec les parents et voilà, c'était… Donc, en fait, la Belgique aussi, à Bruxelles aussi, ils ont des actions en direction des parents. Et c'est vrai qu'on se retrouve un peu, on brasse un peu les dispositifs. Ouais. Et puis, excuse-moi, peut-être aussi ajouter un point commun à toutes ces approches-là, c'est vraiment, et c'est une des finalités du projet, c'est l'approche culturelle dans toutes les activités. On n'est pas purement linguistique, mais aussi culturelle. Ouais, et ça c'est vrai que quand on voit quand on fait un focus sur les dispositifs tels que l'OFI, etc., c'est vrai que le programme, il est préétabli et qu'il n'y a pas forcément cette liberté de faire. Il y a moins de flexibilité. Voilà, il y a moins de flexibilité, mais voilà, pour nos amis formateurs, il y a peut-être aussi des ouvertures, des choses à faire. Alors c'est intéressant, puis ça va nous amener en fait de manière assez naturelle à la suite, puisque on vient d'expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc vous retrouverez encore une fois, là je viens de mettre par exemple le lien pour la vidéo sur les livres de nos vies de Bulgarie. Vraiment super intéressant, vous retrouverez dans toutes ces vidéos. Et c'est intéressant parce qu'on commence à parler en effet de la culture, de cette approche culturelle. Et un projet européen, ce n'est pas que de l'outillage, ce n'est pas que du théorique, c'est aussi beaucoup d'échanges entre nous, alors en visio bien sûr, mais aussi des vrais échanges. On a l'occasion de se rencontrer, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, l'ensemble de nos partenaires, on s'est rencontrés à Paris 2 fois, on s'est rencontrés en Belgique 1 fois, et j'aurais pu le dire avec l'accent, hein. Excusez-moi. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment très important, parce qu'en fait, c'est là où on crée du contact, et le projet européen, il sert justement aussi à ça. Et ça m'amène donc à vous présenter la suite, c'est qu'il y a un peu plus d'1 mois de ça, donc dans le projet Langue Première en Europe, on a aussi des parties de notre projet, de notre programme, qui consistent à faire des mobilités. Donc à faire des mobilités de formateurs, donc de nos différents pays, qui viennent et qui sont accueillis dans un autre pays, et puis des mobilités pour nous en tant que acteurs du projet. Et on a eu le grand bonheur de pouvoir accueillir en mobilité de formateurs, donc il y a un peu plus d'1 mois maintenant, donc des délégations des 3 pays, de Bulgarie, de Suisse, de Belgique. Et on a donc monté tout un programme pendant quelques jours. Certains d'entre vous d'ailleurs qui sont présents ont pu participer à certaines des activités, notamment une activité au musée du Louvre, où on a fait une journée entière de formation au musée du Louvre. Je pense à ça parce que je vois notre ami Christophe qui était présent, mais je crois qu'il y en a quelques autres qui étaient présents aussi. Des journées en fait où ça nous permet réellement dans la pratique de voir comment on peut faire les choses autrement, comment on peut s'ouvrir l'esprit et ce qu'on peut en tirer pour nos mises en œuvre quotidiennes dans nos différentes actions de formation. Alors, ce que je vous proposerai pour la suite, c'est qu'on regarde un petit film de quelques petites minutes sur justement cette petite semaine de mobilité de formateurs à Créteil. À Créteil. Et voilà, madame la directrice qui me fusille du regard. Mais on n'a pas été qu'au Louvre, hein, on a été aussi à Aubervilliers, on a été au musée de l'Homme. On a vu une exposition qui était fort intéressante justement sur les migrations. Tout ça, ce sont des éléments de contexte qui sont importants à comprendre. L'intervention d'Anne au lycée de Vincennes. Voilà, on a eu donc l'intervention de Anne Srivias qui est là, qui nous a parlé tout à l'heure. C'était une forme de conférence dont certains ont pu participer. On a eu un petit problème technique pour pouvoir inviter plus de monde. On ne fera pas cette même erreur technique la prochaine fois. Donc, la prochaine fois qu'on organisera ce type de conférence, ça sera beaucoup plus ouvert.
En tout cas, voilà, je vous propose donc une petite pause de 2 minutes en regardant ce petit film, de 3 minutes, et puis on attaquera sur la troisième et dernière partie de cet échange. Alors, vous permettez juste 2 petites secondes de mettre la technique en place et de récupérer le bon lien. C'est celui-ci. Tu l'as dans ton sac. Attention. Voilà, excusez-moi, j'arrive. Je le mets en place. Alors. Le son est très bas. C'est pour ça qu'il faut. C'est là que je pense peut intervenir pour donner de la réponse. Voilà, et donc maintenant, il y a donc 3 personnes qui vont venir s'occuper de vous. Vous n'allez pas rester là à rien faire, évidemment. Ça, c'était pour moi. Moi, je vais faire des images dehors. Ça dépend de la politique. Travailler sur le même tableau. Ok. Et je vais donc vous donner une fiche par groupe. Donc, mettez-vous. Voilà.
Alors, attendez, je repasse en mode. Voilà, on souhaitait vous montrer un petit peu ça. Donc, vous voyez, en fait, encore une fois, dans un projet européen de ce type-là, parce qu'il y a quand même un projet qui, encore une fois, c'est pas un petit projet, c'est un projet qui dure sur plus de 2 ans. C'est un projet donc, qui nous permet vraiment de rentrer plus en contact, c'est-à-dire de réellement nouer des liens. Et c'est par ce type d'intervention, par ce type de rencontre, qu'on arrive justement à travailler plus loin et à se questionner autrement. Et c'est important, et ça fait justement complètement partie de ce qu'est un projet européen. Il y a tout cet aspect culturel et de rencontre. Ce n'est pas que du théorique pur ou du travail sur les outils. Je vous propose quand même, parce que je pense que là c'est aussi très intéressant, suite à ces rencontres qu'on a faites et à ce travail qu'on a fait pendant 3 jours complets sur Paris tous ensemble, on a aussi eu l'occasion de pouvoir interviewer et de discuter un petit peu avec certaines des apprenantes de l'atelier Ouvrir l'école aux parents. Et ben, on va leur laisser la parole, en tout cas à l'une d'entre elles, pareil, sur un tout petit film. Et puis à partir de là, je pense qu'on peut enclencher un petit peu plus la discussion, puis on parlera ensuite de la suite du projet. Mais je pense que c'est intéressant pour vous tous, pour nous tous, de voir et d'entendre la parole des apprenants, justement. Alors, je suis à vous dans 2 petites secondes. Même chose que je vais faire. Je m'appelle Fatima. Je suis à vous dans 2 petites secondes, excusez-moi. L'outil ne permet pas de précharger les vidéos. Donc, je suis obligé de recopier les liens. Mince. Bien fait. Elle avait commencé Charger, démarrer. qu'on avait moi. Voilà. Et pourtant, j'ai mes lunettes. Je vous propose cette petite vidéo, quelques petites minutes. Je viens pour atelier parents pour apprendre ce qui se passe dans le collège, pour avoir plus et pour améliorer mon français. C'est plus important pour moi. Parler, écrire et apprendre plusieurs choses que je ne connais pas avant. Par exemple, qu'on a fait maintenant, avant je ne savais même pas. Et c'était quoi? C'est comme il y a de général, lycée général, pro et technologie. Ça, avant, je faisais CAP parce que non, c'est pas pareil. Quand j'ai appris quelque chose et ça va rester dans ma tête, ça c'est courage, la confiance et ponctuel. Voilà. Ça nous semblait important de partager ce type de témoignage. Ça montre, en fait, ça montre simplement que c'est à ça que ça sert, au final. La finalité, c'est les apprenants, c'est les gens. C'est intéressant de voir, dans un atelier comme celui qu'on a pu observer, de voir tu partais sur un thème, parce que tu partais sur le thème de l'école, donc par le biais de la découverte de l'école, ça permet justement toute cette insertion sociale et professionnelle dans la suite logique. Et pour moi, en tout cas, je trouve que c'est très émouvant en fait, de voir ça et puis d'entendre ces personnes avancer, progresser et puis tout simplement s'intégrer. En fait, et je trouve ça absolument génial. Voilà. Ça, c'était pour là où on en est un petit peu aujourd'hui. Hein. Donc, on a produit donc, ces différentes fiches. Alors, les fiches que vous avez vues tout à l'heure, les fiches langues, elles sont toutes accompagnées de ce qu'on appelle, nous, ce qu'on a appelé dans le projet de fiches vidéo, qui sont en fait des fiches d'explication de mise en œuvre des différents dispositifs qui ont été choisis, ce qui permet à des formateurs, à des coordos, de pouvoir reprendre, de s'approprier le plus possible ces outils, et puis rien n'empêchant de les modifier, de les adapter à leur propre contexte, pour les mettre en œuvre à leur tour dans leur classe ou dans leurs différents ateliers avec leurs apprenants.
Et vous retrouverez donc tout ça. Bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez, vous avez vu dans le programme, hein, il y a notre contact, vous pouvez nous envoyer un email, on vous enverra un lien, et puis on fera un mailing avec l'ensemble des liens pour que vous puissiez récupérer l'ensemble de ce document. Et puis, bien sûr, on vous tiendra, je vais y arriver, il n'y a pas à boire ici, donc on vous tiendra au courant de la suite, puisqu'il y aura d'autres productions au fur et à mesure de l'année à venir. Avant peut-être avant de partir justement sur cette dernière partie qui est plus axée autour de la suite du projet, donc de ce qu'on va faire sur l'année qui a commencé, est-ce que peut-être vous avez des questions ou des remarques Il y a une question de Laurent à l'écrit, de Laurent Alex. Oui. Il y a une question sur. Alors, oui. On propose également un moyen d'évaluer la progression des apprenants dans la maîtrise de la langue du pays d'accueil. Alors, est-ce que quelqu'un a envie de répondre à cette question? Tous ces outils d'apprentissage très intéressants proposent-ils également un moyen d'évaluer la progression des apprenants dans la maîtrise de la langue du pays d'accueil? Alors, peut-être avant que je laisserai les professionnels, bien évidemment, prendre la parole, mais peut-être avant de faire ça, peut-être que juste rappeler que le but du jeu, en fait, c'est de sortir peut-être aussi un petit peu du côté purement scolaire de la chose. L'idée, c'est pas forcément de mettre des niveaux, c'est pas forcément de graduer les choses. L'intérêt premier, il est d'abord humain, en fait. Hein. Il n'est pas là. Et peut-être de dire que toutes ces approches pédagogiques ont été aussi choisies par rapport à des travaux de recherche, par rapport à des années d'expérimentation d'experts et de pédagogues, et que c'est le choix aussi du groupe de travail d'avoir accentué le choix des activités par rapport à ça. Et c'est plutôt des courants pédagogiques que quelque chose qui nous permette d'évaluer. Oui, c'est ça. On va pouvoir évaluer, mais dans la globalité. C'est plutôt des approches pédagogiques, la manière de travailler dans les choses. Mathilde, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Par rapport à l'éveil aux langues, effectivement, comme on a dit tout à l'heure, comme Julie l'a dit dans la présentation, l'objectif de l'éveil aux langues n'est pas d'avoir ni d'apprendre vraiment le français, mais c'est quelque chose un peu sur le côté pour que tout le monde toutes les langues soient reconnues, que tout soit remis un peu au même niveau. Et donc, effectivement, dans le cas de l'éveil aux langues, il n'y a pas d'évaluation de la progression de l'apprenant dans l'apprentissage du français, parce que c'est pas l'objectif de l'éveil aux langues. D'accord. Peut-être sur l'éveil aux langues, effectivement, c'est pas une approche complète où on ne fait que de l'éveil aux langues, puisque comme encore l'a rappelé Mathilde, l'objectif n'est pas linguistique d'apprendre toutes les langues représentées dans la classe, mais c'est un outil au service de l'apprentissage du français langue étrangère finalement. Voilà, effectivement, et comme aussi Benoît, et je pense que c'est peut-être Marie-Jo qui a parlé juste avant ma collègue Mathilde, je pense que c'est aussi un choix d'avoir orienté sur l'évaluation en fait dans le projet. Donc voilà, on a juste mis en avant des approches, mais en laissant de côté complètement la notion d'évaluation qui là est laissée, je pense, à liberté de chaque dispositif d'évaluer ou pas d'ailleurs en fonction des dispositifs de cours. Donc voilà. Merci pour votre réponse. En fait, moi, bien que je sois issu de l'éducation nationale, mais les mots de évaluation n'avaient aucune connotation académique, si vous voulez, mais savoir si on arrivait à mesurer si l'apprenant évoluait dans cette maîtrise de la langue, puisqu'il y avait cette démarche-là, hein, c'est tout. Même elle peut être ludique ou même simplement culturelle. Je pense que la mesure, elle se dans le groupe. C'est avec le suivi quotidien, c'est avec... C'est avec les activités, en fait. Voilà. Avec les activités, ça nous permet d'abord, en ce qui me concerne, dans l'atelier que vous avez vu, c'est un atelier qui accueille tous les parents volontaires. Donc déjà, c'est un atelier très, très hétérogène, puisque de fait, j'accueille absolument tout le monde, quel que soit le niveau. Et après, donc, c'est à moi de m'adapter pour proposer des activités différenciées et en fait accompagner, je dirais presque chaque personne pour qu'elle gagne en compétences.
Et les activités qui sont proposées, donc ce sont des activités bien évidemment de français, mais qui sont complètement contextualisées à la situation que vivent ces personnes, c'est-à-dire elles sont des parents d'élèves. Et moi, mon objectif, c'est de leur permettre en fait d'être outillés au niveau langagier pour pouvoir lire les documents du collège, pour pouvoir interagir avec les professeurs. Et donc après, mon objectif, c'est que chacun puisse avancer et faire, et progresser. Et je le vois aussi, puisque je suis dans le collège, je vois aussi ces progrès en fonction de l'autonomie que prennent les différentes ces différentes personnes qui vont et donc c'est pas une évaluation formelle, mais je vois très bien que quand des parents vont aller à la réunion avec les professeurs, vont commencer à comprendre comment fonctionne un bulletin de notes, vont se rendre à la réunion d'échange, pour prendre le bulletin de notes de leur enfant ou prendre un rendez-vous avec un CPE. Voilà, on se rend compte que, bon, même si la langue n'est pas, il y a 116 heures de français, hein, donc c'est pas non plus, c'est pas un volume horaire qui permet de faire des miracles, mais bien utilisé, je dirais que c'est un volume horaire qui permet de faire monter en compétence les personnes qui viennent là. Et donc, ça peut être, comme je vous disais, hein, les niveaux sont très, très hétérogènes. L'année dernière, j'ai présenté une personne au B1. Voilà, et j'en ai d'autres qui sont infra 1. Donc, c'est très. Après, c'est évidemment à moi de m'adapter. Alors, pour répondre plus globalement à la question sur l'évaluation et la progression, donc ce dispositif existe depuis 2008. Hein, on a commencé avec 8 ateliers, maintenant il y a une centaine d'ateliers sur l'Académie de Créteil. En fait, on a travaillé pour ce qui est de l'évaluation, on a travaillé du temps du projet du Fonds social européen avec un sociologue, en fait, qui a fait une étude une étude scientifique sur le public, sur la progression en langue, sur les élèves aussi, sur comment ils progressaient, comment ils échangeaient avec les parents. Et il y a eu des études aussi scientifiques cette fois-ci, concernant mal-être des parents sur à peu près les mêmes publics. Là, c'était vraiment une étude scientifique réalisée par l'École d'économie de Paris. Et ça allait jusqu'au climat dans la classe, au climat scolaire. Donc, il y a, en fait, tout prouve que plus on met de choses en place, plus on fait des ateliers, plus on s'intéresse, en fait, ça fait vraiment progresser les choses. Et puis, il y a, alors c'est pas obligatoire sur l'école aux parents, mais dans certains ateliers socio-linguistiques, on leur propose de passer le DELF maintenant. Donc là, voilà, c'est vraiment une présentation à un examen en général. C'est super, c'est une question qui est quand même, qui suscite de la réaction. Oui, et puis je voulais dire que le propos, c'est pas bien sûr la langue pour la langue, hein, mais l'adaptation au pays. Et ce que j'ai entendu surtout aussi, c'est que vous passez beaucoup de temps avec eux. Donc on voit bien qu'il y a une adaptation culturelle, civilisationnelle à la langue au pays. C'est comme ça qu'on voit. Oui, merci beaucoup. On va passer, il y a Guylaine qui a levé la main et ensuite Martin de l'atelier Alpha. Guylaine. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Parce que moi j'ai du mal, surtout les vidéos, j'entends beaucoup d'écho. Je ne sais pas si c'est, je croyais que c'était chez moi que ça ne marchait pas. Oui, je voulais juste partager quelque chose. Ça a un rapport avec l'évaluation. C'est que quand j'étais à la fac en didactique des langues, on avait parlé avec Anne la dernière fois pendant sa conférence sur l'approche de Sophie Morand qui était linguiste. Et à l'époque, je pense que c'est un lien avec l'éveil aux langues. On était mis en contact avec donc des langues inconnues et avec des textes qui étaient des textes spécifiques. Et je me rappelle très bien, elle nous avait distribué en cours des notices de médicaments en grec, en s'assurant auparavant que personne ne parlait grec dans le groupe. Et en fait, l'exercice qu'on avait fait alors,
c'était avec nos expériences personnelles donc de manipulation de médicaments, parce qu'on était tous adultes, de voir jusqu'où on pouvait comprendre tout ce qu'il y avait dans une notice de médicament dans une langue qu'on ne comprenait absolument pas. Et on était allé extrêmement loin. On était parti évidemment du nom des rubriques globales, mais on était arrivé aux composants et même à ce qu'il y avait dans un mot, à partir même en allant après jusqu'au mot en fait. Et donc, en me remémorant cet exercice, je me disais qu'en fait, ce qui était aussi intéressant dans ces démarches, comme vous le dites, c'est évidemment pas l'approche de la langue, parce qu'on n'avait pas appris de grec, mais c'était tout ce qu'on mettait en œuvre, qui était grammatical ou pas, qui était aussi de l'observation, puisque elle, c'était l'image du texte, tout ce qu'on mobilisait comme compétences qui ont un rapport avec l'acquisition de la langue à l'écrit, là en l'occurrence, qui fait qu'on se débrouille en langue en mobilisant toutes nos ressources pour découvrir des langues étrangères. Et qu'est-ce qu'on a comme outil dans notre besace quand on n'a pas la langue du pays d'accueil, en fait, mais quand on a juste notre expérience de la vie, là, pour le coup, parce qu'on avait tous enfin, voilà. Donc, je me disais que si évaluation il devait y avoir, ce qui n'est pas certain, l'évaluation pourrait être aussi sur toute la métalangue, en fait, tout ce qui est autour de la langue et qu'on a dû mettre en œuvre pour arriver à comprendre des choses d'un document dont a priori on ne connaissait, on ne comprenait rien. Voilà, c'est juste ça. Merci pour cette intervention. Je pense que ça illustre bien en fait, la démarche globale des choses. Martin, je crois que tu voulais aussi prendre la parole. Ça tombe bien, je peux rebondir sur ce qui a été dit avant. Nos élèves, nos apprenants, apprenantes, étant non scolarisés et ayant un parcours très faible, je dirais, au niveau scolaire, ont très peu de connaissances métalinguistiques. Donc, c'est assez compliqué de mettre ça en avant. Nous, ce qu'on trouve en évaluation et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir que spontanément, l'apprenante aujourd'hui sait qu'elle peut utiliser sa langue première. Et parfois, spontanément, les apprenantes vont donner, par exemple, un mot dans leur langue. Et après, un autre apprenant va le donner dans le sien. Et après, spontanément, on va comparer les sons des différents mots dans les différentes langues. Et là, il y a quelque chose, dans le cadre d'une dynamique de groupe et d'une envie d'apprendre et d'échanger, qui est vraiment extrêmement intéressante. Je dirais, c'est difficile de le noter, de le grader, si vous voulez, mais ça crée vraiment des ambiances, des dynamiques de classe qui sont intéressantes. Merci. Merci. C'est des beaux témoignages, tout ça. Chouette. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va attaquer sur notre dernière partie. La dernière partie, c'est essayer de vous proposer une petite vue de ce vers quoi va LPE sur l'année qui vient. Il nous reste plusieurs paquets d'activités à réaliser. Il y a tout un paquet justement aussi, puisqu'on est sur un projet Erasmus, donc un projet européen. Il y a tout un paquet d'activités où on va travailler sur des réalisations audiovisuelles et pédagogiques autour justement de différentes valeurs européennes. On va travailler sur le côté de l'intégration numérique, le côté culturel et citoyenne. Merci, voilà. C'est ça. D'ailleurs, je te laisse. Non, c'est toi qui devais. Si. Donc, ça sera un petit peu basé sur la première production d'outils. Donc, il s'agira de. En fait, on a déjà choisi le groupe de partenaires a déjà choisi ce sur quoi il voulait travailler. Donc, nous, on va travailler sur le numérique. Martin sur le culturel et Julie et Mathilde sur la citoyenneté. Voilà. Donc l'idée, ça sera de construire. Et la Bulgarie sur la culture. Et la Bulgarie. Merci Mathilde. Excuse-moi Daniela. La Bulgarie sur la culture. Il ne faut pas les oublier. Non, jamais. Donc l'idée, ça sera de faire une fiche pédagogique, une fiche de mise en œuvre sur l'atelier, de filmer l'atelier où se déroulera l'activité, et ensuite
transférer, en fait. C'est ce qui va être un petit peu Un plus gros compliqué, travail. puisque nous, on va travailler sur Pronote. Donc, il n'y a pas tellement d'exemples de Pronote dans les différents pays. Je pense qu'en Belgique, si vous avez un outil de suivi de l'élève, mais pour les autres pays, pas. En tout cas, sur la notion de citoyenneté, de numérique, pardon. Donc, il faudra le transférer dans tous les pays. Donc, si vous n'avez pas Pronote, eh bien, vous travaillerez sur une inscription quelconque, une démarche en ligne, voilà. C'est l'idée. Mais chacun devra décliner cette thématique dans son pays. C'est ça. Encore une fois, on est dans l'idée du partage, on est dans l'idée d'ouvrir, de disséminer et de faire en sorte que les différentes pratiques, les différents dispositifs exactement, et puis soit diffusés, en fait, tout simplement, qu'on puisse en prendre connaissance, et puis que pour les professionnels, derrière, ils puissent avoir j'ai entendu le mot hier, un sac à dos, mais je trouve que l'idée est pas mal, d'avoir un sac à dos dans lequel ils peuvent aller piocher de nouveaux éléments. Alors, pas forcément nouveaux pour tout le monde, mais de nouveaux éléments quand même, je pense quand même pour un certain nombre de personnes. Alors ça, c'est une des parties de ce qui nous reste à travailler. Encore une autre partie sur laquelle on a donc un petit peu commencé, donc par le biais de la mobilité de formateurs que nous avons réalisée il y a un mois et quelques. Il va y avoir une deuxième mobilité de formateurs. Donc cette fois-ci, ce sont des formateurs de l'Académie de Créteil qui vont partir pour un petit séjour d'immersion pendant quelques jours en Bulgarie. Ça sera en octobre prochain, octobre 25. Et ensuite, on rentre dans la phase réellement de formation de formateurs. Alors, la phase de formation de formateurs, c'est quelque chose qui est important. Je vais vous laisser, mesdames, les expertes, en parler un peu plus, mais juste pour introduire, l'idée, là, c'est vraiment d'essaimer, en fait. C'est de prendre un certain nombre de techniques et puis d'essaimer. Donc, du coup, nous allons organiser les formations de formateurs dans chacun des pays. Ces formations seront faites sur 2 demi-journées. Marie, qui est ici notre formatrice experte préférée, va aller se balader un petit peu donc, en Belgique, en Suisse, en Bulgarie, justement pour travailler avec les locaux, sur le territoire, pendant 2 journées et demie, pour avancer. Mais je te laisse peut-être en théorie. Juste en fait, Marie, on ne la voit pas partout non plus. Elle sera là en co-animation, c'est-à-dire que dans chaque pays, en fait, il va y avoir une formation de formateur avec le formateur du pays, et Marie viendra en appui. Voilà. Oui. Donc, tout à fait. Voilà. Et puis nous, de notre côté, ça nous permettra aussi d'élargir à tout notre réseau, donc le réseau des Greta, bien évidemment, mais à d'autres réseaux, notamment les ateliers de savoir de base, voilà, en linguistique. Donc le contenu. Alors le contenu, on a réfléchi à un certain. C'est un travail en cours, hein, c'est pas un travail. Non, on va pas imposer des choses dans le projet. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train de développer pour pouvoir atteindre cet objectif. Tout n'est pas fait. Donc, il y avait bien évidemment la gestion de l'hétérogénéité au sein du groupe, hein, parce que on sait que les simples groupes de niveau, c'est pas exactement, ça fonctionne pas parfaitement. La posture du formateur aussi avec des publics adultes, donc différentes avec les enfants. Et puis la troisième partie, c'était donc les contenus des premières parties, c'est-à-dire comment on va utiliser la langue première des participants, et puis la culture des participants, la citoyenneté, enfin voilà, les thématiques qui vont être travaillées là dans les prochains mois. Voilà. Et puis donc nous on a proposé ce que vous pouvez faire d'ailleurs les chers partenaires, on a eu une réunion avec le domaine linguistique, et en fait on a proposé de co-bâtir en fait cette formation. S'il y avait des thématiques qui intéressaient les formateurs, on pourrait ajouter au programme des choses qui paraissent intéressantes. Donc on a proposé ça à notre réseau. Maintenant, voilà, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Enfin, voilà, vous êtes libre. Voilà.
Bon, en tout cas, donc ces formations de formateurs, c'est quelque chose qui va durer de janvier 26 à juin 26. Donc voilà, on a encore un petit peu de temps hein, pour finaliser la mise en place et puis bah, surtout le contenu qui est déjà quand même pas mal avancé, mais quand même, il y a encore à avancer, comme a dit Marie, encore dans les prochains mois, il y a quand même pas mal de travail. Ces formations pour nous, donc, elles seront bien évidemment centrées autour des acteurs de notre réseau, hein, en premier lieu, donc le réseau des Greta, comme l'a dit Sophie il y a quelques secondes. Et puis, ça sera pareil vis-à-vis de nos partenaires. Hein. L'idée, c'est de travailler au niveau de leur réseau, de leurs acteurs, de leurs formateurs, coordinateurs d'action, etc. Donc, on vous tiendra au courant, bien évidemment, sur l'avancée de cette qui sera là, donc la dernière partie de langue première en Europe, voilà, qui finira donc, en juin 2026. Voilà, donc, un beau projet. On n'est pas très loin de la fin du temps que nous avions, enfin que nous avons encore. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, des commentaires, ou est-ce que peut-être, comme tout à l'heure, partager des expériences? Il y a Anne. Ah, Madame Anne. Madame Anne. Pardon, oui, Madame Anne ne sait pas lever la main électroniquement, alors elle lève la main comme ça. Mais ça marche, tu m'as filmé sur le tableau numérique de Oui, je ne sais pas. Oui, vous parliez d'évaluation tout à l'heure. Moi, il me semble que je voudrais dire un mot là-dessus, c'est-à-dire que je suis frappée par le fait que tout ce que nous faisons, c'est-à-dire c'est tout ce que vous faites et ce que nous faisons, nous, du côté AGMEF, on se rend compte sur l'idée que on met toutes les langues à égalité, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les langues et que le plurilinguisme est un état naturel et que les humains sont capables de parler de connaître à des degrés divers ou des langues, plusieurs langues à la fois. Et donc ça, et que le français n'est qu'une langue parmi les autres. Ça, il me semble que ces fondamentaux-là sont assez nouveaux, assez récents dans l'évolution des idées pédagogiques. Il n'y a pas si longtemps, on en était à Rivarol, le français, qui est la langue la plus logique, la plus fantastique, et donc tout le monde doit se réunir sur le français et on doit surtout oublier sa langue 1 quand on entre en classe. C'était, quand j'étais enfant, c'était ça l'idéologie. C'est très récent. Hein. Bon, je suis assez vieille, mais enfin pas vieille, vous voyez, je ne suis pas quand même pas à ce point-là. Donc, je pense que toutes ces idées sont très récentes. Et il y a une grande partie du corps. Vous êtes des enseignants novateurs et vous faites ça et vous croyez à ces idées. Mais il y a beaucoup d'enseignants de français qui n'y croient pas. Et je pense que donc, j'annonçais que je voulais parler d'évaluation. Il me semble que quand on va quand vous évaluerez le projet, il est important de démontrer aussi que cette approche est la plus efficace du point de vue de ce qui intéresse les autorités qui vous financent, c'est-à-dire l'apprentissage de la langue, même si on sait tous que, comme vous l'avez dit et souligné, vous avez dit, il n'y a pas que l'apprentissage de la langue, il y a le reste, il y a s'intégrer à la société, il y a comprendre les habitudes culturelles, etc. Mais je pense qu'il faudra arriver à avoir une rubrique où vous démontrez que c'est... Parce que c'est vrai, en fait. C'est ça, je pense que ça a été démontré par différents pédagogues, que c'est cette reconnaissance des langues 1 qui permet de mieux enseigner la langue cible. Et je pense que c'est vrai, mais je crois qu'il ne faut pas considérer que c'est évident pour tout le monde, et pour tous les ministres, et pour toutes les instances qui vous financent. Ce n'est pas du tout évident pour tout le monde. Et il faut avoir ça en tête pour rédiger les rapports de finaux, etc., je pense. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Alors, on a quelques commentaires. Bemra, ça n'a pas changé. Et Daniela Kalanki partage à 100%. On en a d'autres. N'hésitez pas à prendre la parole. On a encore quelques minutes si vous souhaitez nous interroger. Moi, je l'ai vécu il y a quelques années, enfin, avant d'être en tant que prof de français langue seconde, où mon proviseur ne voulait pas, et nous avait dit qu'il était pas, parce qu'à l'époque, je m'étais rapprochée de lui parce que j'avais un élève russe dans une classe non francophone qui voulait
prendre des cours qui voulaient continuer à s'améliorer en russe, en fait, qui voulaient être scolarisés aussi en russe. Et en fait, j'avais eu une fin de non-recevoir en me disant qu'il n'était pas question, qu'il était là en France pour parler français et qu'il n'était pas question qu'ils poursuivent qu'ils poursuivent un enseignement quelconque dans sa langue maternelle. Alors qu'on était en l'équivalent de la seconde, enfin voilà. Donc il voulait continuer le russe en fait. Il a raison, puisqu'il était scolarisé uniquement en français. Et elle est en plus. Simplement qu'on voulait voir s'il pouvait avoir un enseignement au CNED en russe pour continuer un enseignement qui lui aurait plus interdiction totale. C'est intéressant, moi je vous partage quelque chose d'assez personnel aussi, mais c'est l'inverse en fait de ce que tu décris ou de ce qu'a décrit Anne. Moi je suis arrivé aux États-Unis jeune, je ne parlais pas un mot d'anglais. Mes parents nous ont inscrits, mon frère et moi et ma sœur, dans des écoles. Je me suis retrouvé dans une école catholique. Voilà, toute petite école, donc c'était plutôt pas mal. Et bien évidemment, à cette époque-là, moi aussi, je suis pas si vieux que ça, mais quand même, ça commence à dater. Les enseignantes, c'était des bonnes sœurs. Et ne parlant pas un seul mot d'anglais, j'ai été pris en charge, en fait, de manière tout à fait bénévole par une des bonnes sœurs, qui était donc ma professeure d'anglais, et qui, au contraire, donc, déjà, qui se levait beaucoup plus tôt le matin pour pouvoir m'accueillir en cours avant tout le monde, pour me faire travailler avec des cartes, avec des mots, etc. Moi, j'étais tout petit, j'étais effrayé, c'était une bonne sœur en plus, c'était effrayant, mais elle était gentille comme tout, et elle me poussait à apprendre de cette manière-là, et en classe, elle me poussait plutôt en avant, justement, pour mettre en valeur le français, mon français, par rapport aux différents mots. Voilà, donc c'était intéressant pour moi en tant que gamin. C'est un peu effrayant aussi, hein, bien évidemment, puisque tu te retrouves un peu tout seul, le petit français, au milieu de tout ça. Mais t'as le bon reste. J'ai le bon reste. Oui. Mais c'est intéressant comme quoi, en fait, tout ça est quand même, dans cet apprentissage-là, c'est beaucoup de l'humain, c'est beaucoup ces rapports qu'on arrive à mettre en place et à avoir les uns avec les autres pour s'aider à avancer, à progresser. Moi, je sais que ça a été quelque chose de très marquant, en fait. Voilà, bon, pour la petite histoire. J'en ai d'autres, hein, mais pour une autre fois. On t'entend plus, On t'entend pas, Guylaine, on t'entend pas. Ton micro était coupé. Alors, c'est normal parce qu'en fait, je parlais à ma fille. J'ai coupé mon micro. J'ai coupé mon micro. Très bien. Bon, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres interventions éventuellement? Moi, je voudrais juste préciser que tous ces projets, comme ce projet européen, comme ce projet Erasmus, ils sont aussi faits pour expérimenter des approches innovantes et faire évoluer toutes nos pratiques pédagogiques aux uns et aux autres. Et je pense que c'est ça qui est important dans les projets Erasmus. Oui, tu as raison de le mentionner, de le mettre en avant. C'est ça qui nous permet de travailler sur ces types d'activités. C'est un espace de liberté supplémentaire, en fait, hein, un projet Erasmus. Ça nous permet justement d'aller tester, d'essayer autrement, et puis d'aller à la rencontre d'eux. Bien sûr. Okay. Ah, oui, Bemra. Oui, bonjour, je me présente. Je suis Inda Bemra, coordonnatrice Greta Seine-et-Marne. Monsieur Christophe Thiou, qui est mon collègue aussi, nous avons longtemps accompagné des personnes en situation d'illettrisme, alphabétisation, enfin, dans le cadre du PE, CBP. Alors nous, il y avait un atelier très intéressant que je voulais vous partager. C'est en milieu de parcours ou à l'issue, enfin, quand les apprenants ont pris l'habitude de se côtoyer les uns les autres, on organisait des repas, chacun apportait des spécialités du pays, et puis ça leur permettait justement à travers des échanges sur les recettes, les épices, parfois même on allait faire les courses avec eux et de se dire dans cette recette il faut tel ou tel ingrédient. Et donc ce qui était bien, c'est que toutes les langues étaient, excusez-moi le terme, mélangées, parce que certains ingrédients existent en France, mais on n'a pas l'habitude de les utiliser, donc la personne va les décrire dans la langue maternelle, on va dire. Et c'est ce qui a permis justement à nos apprenants d'apprendre non seulement le français pendant les parcours, mais également des mots des personnes ukrainiennes, afghanes, africaines, des pays étrangers.
Maintenant, ma deuxième remarque, c'est je rebondis sur la langue française en France. Effectivement, nous, en France, tous les apprenants qui s'inscrivaient dans des parcours de formation, leur priorité, c'est l'accès à l'emploi. Et l'accès à l'emploi, c'est vraiment, voilà, on va pas prendre en compte, bien que toutes les langues sont magnifiques, et si moi je pouvais les apprendre toutes, je le ferais. Mais voilà, on voit bien que dans le cadre d'une insertion professionnelle, c'est vraiment quelque chose, enfin moi je le vois, on veut passer des certifications, il ne serait-ce que pour régulariser une situation ou accéder à l'emploi. Par contre, ce que j'observe avec des groupes d'anglais que nous avons actuellement, c'est que les jeunes s'intéressent énormément à des langues mandarines, hein, enfin le japonais, asiatique. Voilà ce qu'on peut partager, nous, sur le Greta 77 de mots avec nos apprenants. Voilà. Si je peux me permettre, j'ai pas tout à fait compris une des remarques que vous faisiez. Vous étiez en train de dire que compte tenu de l'importance de l'insertion professionnelle, et j'ai pas compris la fin de votre raisonnement. Que les langues, voilà, le côté fonctionnel, que les langues d'origine des personnes que nous avons dans le cadre des parcours de formation ne sont pas mis en avant dans le sens où le besoin de ces apprenants-là, qu'ils soient en emploi ou à la recherche d'emploi, est axé justement sur du français dit professionnel. Mais là, je sais pas. Je peux me permettre? J'aimerais que les personnes. Oui. Effectivement, donc dans le cadre de nos formations, on est aussi dans un cadre d'insertion professionnelle, mais c'est vrai que si on prend la remise, on va dire, en valeur de leur langue, effectivement, d'un premier abord, on n'est pas sur de l'objectif professionnel, mais ça permet aussi de redonner confiance à des personnes qui n'ont pas forcément confiance dans le contexte. Et donc, indirectement, ça va quand même avoir un impact positif sur leur éventuelle insertion professionnelle. Voilà, c'était juste. Les spécialistes me reprendront, mais l'intérêt de... Vous m'entendez correctement? Ça coupe un petit peu, mais parce que j'ai l'impression qu'au Greta 77, vous m'entendez pas si? Vous m'entendez correctement, madame? Voilà. Dans ce que j'ai cru comprendre de cette approche langue première en Europe, c'est que l'objectif n'est évidemment pas d'apprendre ou d'étudier la langue des apprenants. L'approche consiste à s'appuyer sur la langue des apprenants pour remplir les objectifs que nous avons, c'est-à-dire l'acquisition de la langue seconde et donc pour nous leur insertion professionnelle. C'est juste que ce passage par la langue d'accueil, par la langue d'origine, est facilitant pour l'acquisition de la langue d'insertion professionnelle. C'est surtout les mettre là-dessus. Ah oui. Tout à fait. Je crois que nous avions aussi Nadia qui voulait à nouveau intervenir. Nadia? Bon, non. J'avais vu les mains levées, je les ai baissées, donc c'est pas grave. Mais ouais, c'est tout à fait ça. Je pense que parce que tu viens de dire, Guylaine et Mathilde. Ah, ça y est, je pense que c'est bon? Voilà, c'est Nadia. Oui, je voulais juste rajouter que, en fait, j'ai eu beaucoup de groupes, dont des CAP avec des stagiaires qui étaient on avait fait le choix de prendre des gens qui étaient donc parfois plus arrivant avec des niveaux même A2. Alors c'était assez loin de l'objectif, mais en fait, d'une façon assez systématique, pour moi, l'éveil des langues, c'est fondamental. Ça permet une dynamique de groupe, une reconnaissance, surtout quand les gens s'entendent dire non, ce n'est pas une langue, c'est un dialecte ou ce n'est pas une vraie langue. C'est de la reconnaissance, de la motivation, de l'estime de soi. Et j'en ai fait, comme j'ai intervenu aussi en histoire, géographie, c'était prendre aussi une carte du monde. Et à partir de l'éveil des langues dans cette logique-là, qui puisse chacun repérer la langue d'origine et la situation géographique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, l'insertion professionnelle, pour moi, c'est fondamental de passer par là. Sinon, il y a des blocages, ils se sentent pas en fait habilités, ils se jugent eux-mêmes pendant même les simulations. Et là, ça a été un énorme déclic. Donc, je l'ai systématisé.
Ouais, merci pour ce témoignage. Parce que voilà, ça fait partie pour moi vraiment pour moi le mot-clé quelque part dans tout ça, hein, c'est vraiment la confiance en soi en fait. C'est le développement de cette confiance qui permet de casser un certain nombre de barrières et de se remettre, ce que tu disais tout à l'heure, de se remettre en fait au même niveau pour pouvoir laisser tomber un peu les a priori, les préjugés, les peurs, les craintes et de se lancer dans le grand bain. Et puis quelle que soit quelque part la progression se fait naturellement. Mais c'est le fait d'aller vers, de chercher à intégrer quelque chose, que ce soit un atelier, que ce soit... c'est ça, et c'est le fait d'avoir confiance en soi qui permet de faire tous ces dispositifs, travaille là-dessus en fait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres... Non? Eh bien écoutez, moi je voudrais, donc pour fermer cette visioconférence, déjà je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous pour votre participation, d'être venus nombreux quand même, mine de rien, d'avoir posé toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir un petit peu plus le projet Langue Première en Europe. On est déjà en train de réfléchir à une éventuelle suite, hein, les collègues. On avait déjà commencé un petit peu, voilà, donc ça sera pour dans 1 an et quelques. Et on va bien envoyer les liens pour que vous les utilisez. On va bien évidemment, mais je l'ai déjà dit plein de fois. Donc, mais bien évidemment, vous aurez donc tous les liens pour pouvoir accéder à nos productions actuelles et aux suivantes. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, on vous dit peut-être à bientôt pour un prochain événement de dissémination. On va essayer d'en faire un, alors ça sera un petit peu plus difficile pour certains de venir, mais on va essayer d'en faire un dans les mois qui viennent, peut-être début d'année scolaire prochaine, mais en présentiel uniquement cette fois-ci. Voilà, on est en train de réfléchir à comment on va mettre ça en place et comment ça va se traduire réellement dans les faits. Mais on sera ravis de vous accueillir pour de vrai. Et voilà, en espérant que tout ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, même chose, à nous les transmettre par mail. Vous avez mon contact. Et moi, je peux bien évidemment transférer ensuite aux différents partenaires, aux différentes personnes de l'équipe. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Bonne fin de journée.